Qui sont-ils? Ce sont Emmanuel et Jérôme qui travaillent dans une agence de web Digital Deluxe. Comment ça va, Emmanuel et Jérôme? Bonjour. Bonjour, ben ça va très bien. Ça va très bien. En forme? En forme? Parfait. Super. Alors déjà, pour commencer, vous êtes basé où en France? À Besançon, en Franche-Comté, dans le Doubs, plus exactement. Ok, bon, génial. Et est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer l'intitulé de votre métier et me l'expliquer? Alors, du coup, vous avez deux intitulés différents de métiers, mais globalement, vous travaillez alors pour la même agence web, c'est ça? Alors, on est l'agence web Digital Deluxe, donc on fait des sites internet. Et effectivement, on est deux co-gérants et chacun, on a notre rôle dans le processus de création d'un site internet. Donc Jérôme, lui, s'occupe de tout ce qui touche au développement, au code, à toute la partie cachée de l'iceberg, et puis moi je m'occupe de toute la partie graphique, tout ce qui concerne l'interface, ce que les gens vont manipuler. D'accord. On a des rôles qui sont parallèles, qui se complètent. Et qui se complètent. Voilà. Ok, bah parfait. Une équipe de choc. Donc, quand on a fait le coaching ensemble, on a parlé et vous m'avez dit que vous n'étiez pas seul. Il y a une troisième personne dans l'entreprise qui travaille avec vous, si je ne me trompe pas. Quel est son rôle, du coup, à cette personne-là? Alors, effectivement, nous, on est une petite structure, donc nous sommes trois. Et cette troisième personne, elle fait un petit peu le lien entre nous deux. C'est-à-dire que, effectivement, Emmanuel va s'occuper de la partie graphique. Moi, je m'occupe de la partie développement, donc pour faire en sorte que ça fonctionne. Et Mathieu, donc la troisième personne, fait le lien entre nous deux et va rendre les maquettes véritablement en site internet à partir du code que moi j'aurais fait en amont. Voilà. Donc c'est lui qui va mettre en œuvre tout ça finalement, qui va relier les deux pour avoir le résultat final. Voilà. Ok, génial. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas faire pas faire beaucoup de choses si vous n'êtes pas tous ensemble, tous les trois. C'est vrai que ça fait votre force, quoi. C'est ça, il fait vraiment le lien avec ce que l'on fait, nous, chacun de notre côté. Et c'est quasi indispensable, en fait. C'est vraiment un travail d'équipe. On a chacun nos tâches bien précises et c'est vraiment un travail d'équipe à fond. Pour tout construire. Ok, bah très bien, bah merci beaucoup. Donc déjà dans les commentaires, je vous fais passer un petit peu, tous les jeunes vous disent bonjour Emmanuel et Jérôme, etc. etc. Alors il y a beaucoup de personnes qui voulaient redemander un petit peu l'intitulé du métier. Donc ce que je vous propose, c'est que vous nous avez envoyé des photos, d'un petit peu nous commenter tout ça et nous expliquer comment est-ce que ça se passe. Parce que du coup, il y a une création à la base. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des clients qui viennent vous envoyer, qui vous démarchent parce qu'ils ont trouvé par exemple votre agence web sur internet? Comment ça se passe? Quel est un peu le schéma type? Pourquoi les gens viennent vous demander des choses en soi pour le métier? Alors déjà on travaille que pour des professionnels. Notre clientèle est vraiment voilà, c'est uniquement des entreprises. Alors soit entreprises, soit institutions, aussi bien public et privé. On travaille peut-être plus dans le... Oh non, c'est à peu près équivalent. Public et privé. Et puis, c'est des gens qui nous contactent en général parce qu'on n'a pas de commerciaux. On existe depuis une vingtaine d'années, donc c'est le bouche-oreille qui fait la plupart du temps son job. On a la chance d'être pas mal recommandé par d'anciens clients qui nous amènent d'autres clients. Ça fait un peu de neige. Donc on est assez satisfait de ça. Et puis, non, on vient nous chercher en général. Nous, on ne démarche pas, on vient nous chercher. Ok, d'accord. Et là, par exemple, moi, comment ça pourrait se passer? Quelles seraient les différentes étapes? Si par exemple, moi, j'aimerais créer un site, je dis n'importe quoi, un site sur les jeux vidéo. Comment ça se passe? Je viens sonner chez vous, comment ça se passe? Alors, idéalement, la personne qui veut faire un site, enfin, en tout cas l'entreprise, l'institution qui souhaite faire un site internet, généralement, elle va avoir une idée, elle va essayer de formaliser cette idée à travers un cahier des charges et elle va nous soumettre ce cahier des charges. Et nous, à partir de là, on va pouvoir réfléchir à la meilleure solution à mettre en œuvre pour répondre à sa demande. Voilà. Alors, il y a aussi, ça c'est dans un monde idéal, mais il y a aussi des gens qui vont venir simplement avec une idée, qui
vont nous dire, voilà, j'aimerais faire ceci ou cela, enfin voilà, monter une boutique en ligne, par exemple, et qui vont venir nous voir. Et tout le travail en amont qui va être effectué, ça va être déjà d'essayer de préciser leur projet, de voir véritablement ce qu'ils veulent faire, d'essayer de comprendre et de leur proposer des choses aussi par rapport à des idées qu'ils auront ou qu'ils n'auront pas forcément. Voilà. Donc ça va être vraiment un travail en amont de travail effectif, de production. Oui, bien ça sûr. va être vraiment de réfléchir avec eux à ce qu'ils veulent véritablement, à tout ce qu'on peut leur proposer, à tout ce qu'on peut mettre en place, et puis essayer de leur faire prendre conscience de certains points qui ne colleraient pas. Enfin voilà, c'est vraiment une discussion qui permet d'affiner le projet. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une échange, donc il y a un relationnel aussi, j'imagine, un dialecte aussi pour un petit peu comprendre. Donc je reviens juste pour clarifier un peu. Un cahier des charges, c'est comment on pourrait dire, c'est une espèce de enfin, c'est un document où le client doit donc préciser ses objectifs, ses besoins. Enfin voilà, détailler tout ce qu'il veut, pourquoi il veut un site internet, pour qui, comment. Enfin, comment, ça sera plutôt à nous de lui proposer quelque chose, mais c'est au moins savoir où est-ce qu'il veut aller. Et c'est bien de mettre ça noir sur blanc, coucher ça sur papier, parce que ça permet, au moment de la rédaction du projet, de prendre conscience de certaines choses et puis d'être plus carré, cadré que de simples idées jetées comme ça au téléphone. Ouais, c'est un petit peu un ensemble de règles quelque part, comme ça mieux comprendre. C'est des règles, c'est ça. Et puis c'est comme une démarche nécessaire parce qu'un site internet c'est comme un investissement, aussi bien financier qu'après. Faut le maintenir, le site internet. C'est pas quelque chose qui est fait et puis faut le faire vivre. Bien sûr. Donc c'est important de prendre conscience de tout ça et puis de mettre ce qu'il faut justement pour que le projet réussisse. C'est important de prendre ce temps-là, comme une entreprise va faire un business plan avant de s'installer, voilà, c'est une démarche qui est essentielle dans le départ, et c'est le point sur lequel on va se baser pour étudier un projet. Si ça n'existe pas, c'est plus compliqué. Ok, très bien. Et alors, pour avancer un petit peu, là, par exemple, voilà, on s'est dit, moi, je suis venue vous voir en disant, je veux créer effectivement un site internet sur les jeux vidéo. J'ai un cahier des charges qui est bien rempli. On a une discussion, on échange entre nous. Vous expliquez ce que vous pouvez m'apporter. Moi, j'explique ce que j'aimerais, enfin, mes conditions. Et après, comment ça se passe? Parce que là, justement, on a une question qui y vient dans les commentaires. Alors, hop, je vais essayer de la afficher. Voilà. Il y a Ziad qui nous a demandé combien de temps environ pour créer le site internet. Comment est-ce que ça se passe? Je sais que c'est au cas par cas, mais globalement. Oui, alors, c'est au cas par cas. Un site internet, généralement, on estime qu'un minimum de 2 à 3 mois est nécessaire pour depuis la première rencontre avec le client, justement, qui va exprimer son besoin, les discussions qui s'enchaînent, et puis jusqu'à la livraison du site internet. On va dire que 3 mois, c'est un minimum assez moyen pour la majorité des sites internet. Mais après, ça va dépendre vraiment des projets. Il y a des projets assez complexes qui peuvent prendre 6, 8 mois, 1 an. Ça dépend vraiment de ce genre de choses-là, de ce qui est demandé, en fait, tout simplement. Et aux touches aussi. Oui, enfin, c'est vraiment ça dépend vraiment des demandes, quoi. Mais pour qu'on puisse faire quelque chose de correct, c'est vrai que généralement, on donne 2 à 3 mois minimum pour les sites assez simples de travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille pendant 2 à 3 mois sur le même site, qu'on travaille véritablement que là-dessus. Ça veut dire que c'est le temps qui va se passer, parce qu'il y a des échanges avec le client, on va lui faire des propositions, lui va nous dire non, mais je voudrais plutôt ceci, je voudrais plutôt cela. Ben voilà, c'est un échange qui peut durer un certain temps. Voilà, donc c'est pas 3 mois de travail continu sur le site internet, mais la durée, ça va être à peu près ça.
Ok, bah merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va peut-être passer aussi aux images, parce que c'est vrai qu'elles sont affichées depuis tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Alors ça, c'est vos bureaux. Donc sur la gauche, c'est une salle de réunion, c'est ça? C'est ça, c'est là où on est là, c'est une salle de réunion où on reçoit les clients. Alors déjà, enfin, les locaux qu'on a, on les partage avec deux autres entreprises. Il y a une entreprise qui fait de la production vidéo et puis il y a également une entreprise qui fait du graphisme et de la photo. Donc on partage les mêmes locaux et ça c'est la salle de réunion commune où chacun la réserve, comme là on l'a réservé pour ce live. C'est un lieu commun. C'est également là qu'on mange à midi. C'est notre espace de vie commun. Et après on a chacun nos bureaux aux alentours. Donc ça c'est notre salle de réunion, effectivement. D'accord, ok. La télé qui permet de visualiser les travaux lorsqu'on a besoin de montrer à nos clients. Ça permet d'échanger un peu mieux que sur un petit écran d'ordinateur. Voilà. C'est clair. Pour avoir plus une idée de ce que ça rend vraiment. Ok, très bien. Et puis après, bah, les bureaux, là, en bas à droite, du coup, vous disiez que vous travaillez tous les trois, en fait, dans la même pièce, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Donc effectivement, les deux photos qui sont sur la droite, donc c'est Mathieu, qui travaille avec nous. Ouais, le fameux. Voilà, et qui donc, comme vous le voyez, à deux écrans, on a tous deux écrans, ça permet vraiment de partager le travail, de bien visualiser avec typiquement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait quotidiennement, c'est-à-dire une fenêtre avec du code et puis la fenêtre de droite avec le rendu de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et puis donc la photo, effectivement, c'est notre lieu de travail en open space. Donc on partage les bureaux, ça permet de pouvoir échanger, discuter facilement sur les projets parce qu'on a toujours besoin les uns et les autres de se donner des conseils, de se demander des conseils, enfin voilà, d'échanger sur les projets pour pouvoir essayer de trouver les meilleures solutions. Voilà, ça reste un travail d'équipe. Si on a des moments où on est focalisé sur ce que l'on fait, voilà, il y a aussi des moments d'échange. Et le fait de travailler en open space permet plus facilement ces échanges. Et pour le coup, c'est plus convivial et c'est plus booster en fait de la création quelque part mentale. Ok, bah très bien, merci pour cette réponse. Alors je vous vois aussi dans le chat, vous êtes nombreux à poser plein de questions. Je n'y réponds pas maintenant parce qu'en fait, on va y répondre juste après par la présentation. Donc, n'ayez pas peur. On va aborder tous ces sujets. Par exemple, aussi, on a du coup Eman qui nous demandait quel parcours il fallait faire pour faire notamment développeur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne un petit peu sur vos parcours à tous les deux. Est-ce que vous pouvez un petit peu me commenter chacun votre tour, vos parcours professionnels? Alors, je vais commencer puisque c'est le mien, des parcours. Donc, effectivement, après la troisième, j'ai fait un bac qui s'apparente aujourd'hui à un bac scientifique avec des options maths et physique. À l'époque, c'était un petit peu différent, mais ça revient à ça. Par la suite, je me suis dirigé à l'université. J'ai effectué quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un bac plus 2. Maintenant, on a systématiquement un bac plus 3, mais à l'époque, on pouvait avoir un bac plus 2. Donc, c'est ce que j'ai fait où j'ai fait de l'informatique, mais où il n'y avait pas d'Internet à l'époque où j'ai commencé à le faire. Où on en parlait très peu. J'en ai vu un peu à la fin de mes études, mais c'était vraiment les balbutiements. Donc, c'était vraiment un peu casse-pied. Ouais, donc toi, du coup, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vraiment tout ce qui était mathématiques, ça t'intéressait vraiment? Tu étais plutôt là-dedans que tu voulais faire ta carrière? Tu pensais pas forcément à l'informatique à ce moment-là? Non. Là, c'était vraiment plutôt les mathématiques vers lesquelles je me dirigeais. Et l'informatique, là, pour le coup, c'est là où je dis que c'était un petit peu casse-pied. C'était vraiment assez rébarbatif parce que c'était vraiment de l'informatique pour pouvoir résoudre des problèmes mathématiques ou des problèmes physiques. Donc, c'était pas très sexy, et rien à voir avec ce qu'on peut faire sur Internet aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé à faire une licence de mathématiques. Et puis à un moment, il a fallu que j'arrête pour travailler. Donc ce que j'ai fait, et par la suite nous avons monté
la société avec Emmanuel. Et donc, oui, je revois ce qui est écrit. Effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, Internet, c'était les balbutiements. Donc, il y avait très peu de choses il y avait beaucoup moins de choses à apprendre qu'aujourd'hui, beaucoup moins de technologies à apprendre aujourd'hui. Et c'est vrai que il y avait très peu de formations aussi à l'époque sur Internet. Donc effectivement, c'est un apprentissage en autodidacte, mais comme c'était le cas pour beaucoup de personnes qui ont commencé à la même époque que nous. Hein. Ouais, mais excuse-moi, c'est pas anodin quand même, parce que vraiment, tout apprendre tout seul, même encore plus quand je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations non plus, je trouve ça d'autant plus honorable. Oui, alors après, quand on est passionné, ça permet d'avancer. Voilà, c'était vraiment, pour le coup, j'ai retrouvé ça restait de l'informatique, mais beaucoup plus ludique. Enfin voilà, il y avait un résultat qui était immédiat, qui permet, c'est toujours le cas, hein, où on voit tout de suite, assez rapidement, en fait, les résultats de ce que l'on fait, quoi. Et c'est assez ludique et assez gratifiant finalement. Donc ça, plus le fait de vraiment être passionné par ce que ça pouvait faire, ce qu'on pouvait en faire, ça glisse assez tout seul finalement. Quand on est passionné, finalement, on arrive à faire les choses correctement. Totalement. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup de commentaires aussi. Alors, il y a un commentaire qui revenait un petit peu plus sur la slide juste avant, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Quel matériel et quel logiciel vous utilisez demande Benjamin. Alors, un ordinateur, ça paraît évident. Voilà. Après, les logiciels, alors ça dépend effectivement. Alors moi, je vais parler pour moi parce que pour ma partie développeur. En fait, j'ai pas besoin vraiment d'avoir de logiciel particulier. Un bon éditeur de texte, va suffire parce que je fais principalement du code et que j'ai pas besoin d'outils particuliers pour ça. Après, on travaille beaucoup avec le navigateur. En fait, il y a des outils aussi qui sont dans les navigateurs qui permettent de développer, en fait, tout simplement, de faire pas mal de choses, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'outils vraiment particuliers. Alors après, c'est plus pour ma partie. Pour tout ce qui est l'aspect graphique et travail de maquette que va faire Emmanuel, c'est vrai que là, on a besoin d'outils, de logiciels. Moi, c'est différent. Moi, j'ai plus besoin de logiciels. Alors, c'est pareil par rapport au code. Jérôme travaille sous Linux, qui a un système d'exploitation qui est plutôt qui est correct, qui fonctionne bien pour ça. Moi, par contre, pour tout ce qui touche au graphisme, moi, je suis sous Mac. Et en logiciel, j'utilise pas la suite Adobe, par exemple. Je suis pas très équipé Adobe. Photoshop, Illustrator et compagnie, je les utilise pas. Je l'ai fait il y a très longtemps, mais c'est pas des outils qui me conviennent. Photoshop, c'est fait pour retoucher des photos. Donc, faire des maquettes sur Photoshop, c'est pas prévu pour. Illustrator est plutôt orienté print. Donc, pour tout ce qui concerne le web, il n'y a pas les bons outils, donc c'est pas idéal. Donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle Sketch, qui est un logiciel qui maintenant une communauté qui est très, très importante de web designers, puisque voilà, mon métier c'est plutôt web designer. Et c'est un logiciel qui est vraiment de graphisme, mais qui est vraiment conçu et qui contient tous les outils pour travailler pour le web. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les paramètres qu'on va retrouver dans le logiciel sont des paramètres qu'on va après retrouver dans le navigateur, que ce soit pour des formats de couleurs, des dimensions, des marges, ce genre de choses. On va retrouver ces éléments-là. Donc, quand je travaille des maquettes avec ce logiciel, je travaille avec toujours derrière ma tête l'idée de ce que ça donnera au final une fois que ça sera codé. Parce que tout ce qu'on fait en travail finit par être codé. Bien sûr. Donc voilà, donc j'utilise ce logiciel-là, puis à côté j'ai d'autres logiciels plutôt Mac pour tout ce qui touche aux photos ou au vectoriel, à l'illustration. Mais voilà, c'est plutôt des logiciels, alors peut-être pas indépendants, mais pas voilà, j'utilise pas la grosse cavalerie Adobe. Ouais, tout le. Ça sert à rien.
ça correspond pas à mes besoins. Ok, donc ça c'est bien parce qu'au moins ça donne un peu une idée aussi pour tout le monde de voir les logiciels qui sont utilisés. Parce que je vois dans le chat, il y a plein de logiciels qui sont cités. Il y a InDesign, il y a Atom, il y a Notepad, il y a plein de choses. Donc c'est bien d'avoir un petit peu cette idée. Oui, bah, voilà, les logiciels, Atom, Notepad, ça, ce sont des Notepad+, ce sont des logiciels qui sont effectivement, qui permettent de faire du code. Voilà, moi, par exemple, j'utilise Sublime Text, qui est aussi un autre éditeur qui permet d'avoir des facilités de codage. Voilà. Mais il y en a plein. Il y a Visual Studio Code aussi qui est pas mal utilisé, qui est la solution Microsoft qu'on retrouve un petit peu partout. Ouais. Enfin, voilà, il y en a plein. Après, ça va dépendre vraiment de. Enfin, ils ont à peu près tous les mêmes fonctionnalités. Voilà. Après, c'est vraiment suivant le ressenti de la personne qui l'utilise. De chacun. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que les autres. Enfin, c'est vraiment en fonction de la personne. Mais InDesign, par exemple, là, pour reprendre ce que tu disais, InDesign, c'est un logiciel qui est fait pour faire de la mise en forme, de la mise en page, mais plutôt pour des documents print. Alors oui, on peut faire des maquettes avec, parce que c'est un logiciel qui permet de traiter du texte, des images et tout ça, mais c'est pas un logiciel qui est prévu à la base pour faire des maquettes de site internet. C'est pas le bon outil. C'est un outil qui peut convenir, mais c'est pas le bon outil qui est fait pour ça. Ok, bah merci pour vos réponses sur ça. Je vais en profiter de prendre une question de Maëlys pour faire un petit peu la transition avec l'autre parcours qu'on va venir voir. Alors Maëlys nous dit, avez-vous toujours voulu exercer ce métier? Qu'est-ce que vous avez à y répondre tous les deux? Toujours. Avant qu'Internet existe. Avant qu'Internet soit rendu public, etc. Non, enfin oui, enfin, à partir du moment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rencontré, on a vu ce qu'il était possible de faire, qu'Internet est devenu grand public, en fait, hein, donc, à l'orée des années 2000, c'est vrai que ça nous a intéressés véritablement de pouvoir faire quelque chose. Et c'est surtout, une fois de plus, le côté où on fait quelque chose et on voit le résultat quasi immédiatement. Et ça, c'est vrai que c'est ce côté-là qui était intéressant. Après, voilà, c'est pas ce que moi je voulais faire quand j'étais enfant, gamin, adolescent. C'était pas ce que je voulais faire parce qu'on n'en entendait même pas parler, quoi. Voilà. Mais, okay. Voilà. Mais par la suite, oui. Ok. Par la suite, oui. Par la suite, c'est devenu une vraie passion, oui, pour le coup. Bon. Ok, très bien. Ok, bah, on peut partir sur. Hein? Non, je suis d'accord. Ok, d'accord, tout pareil. Oui, tout pareil. Ok, d'accord. Bah, on va justement revenir un petit peu sur ton parcours à toi cette fois-ci. Est-ce que tu peux un petit peu nous le commenter, sachant que là, déjà, même visuellement, on voit qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Ouais, alors bon, j'ai un parcours un peu atypique, mais c'est un parcours qui était plus facilement, je dirais, possible à l'époque, parce qu'on a commencé donc à travailler en 2000. Donc 2000, c'était vraiment la préhistoire d'Internet, même si quelque part, on est encore certainement dans une préhistoire. Mais voilà, donc c'était, j'ai un parcours où j'arrêtais à la sortie de la 3e, et puis là, bon, voilà, il fallait que je trouve un métier. Et les seuls métiers qu'on m'a proposés à l'époque en métier artistique, le seul qui m'a semblé intéressant, c'était la coiffure. Donc, je suis parti là-dedans. Parce que voilà, j'avais quand même une certaine appétence pour tout ce qui était artistique. Et donc voilà, donc je suis parti dans la coiffure où j'ai fait ce qu'il fallait. Mais bon, j'ai senti assez rapidement que c'était pas trop ma tasse de thé. Et puis ensuite, de métier en métier, comment dire, j'ai toujours été très intéressé par l'informatique. Et le jour où est arrivé Internet, là, je suis tombé en extase devant ce truc génial qui venait de je ne sais pas où, où on était connecté avec des personnes dans le monde entier. Voilà, c'est un truc qui m'a vraiment fasciné. Et puis du coup, j'ai fait une formation. Après 6 années de coiffure et puis de chômage, voilà, une période où j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis venu à l'informatique aussi, quand même marqué là par la musique informatique. Et
puis l'informatique à Internet. Et puis j'ai fait une formation en 2000, même en 99, formation de création de site Internet, alors qui à l'époque était très très basique, puisque oui, c'est là, excuse-moi, je te coupe un petit peu, mais comment est-ce que ça t'est venu à l'idée de te dire, ah tiens, je vais suivre cette formation sur la création de sites Internet? À quel moment tu t'es dit, ah tiens, j'ai envie de voir ça, parce que tu nous dis que tu es intéressé par Internet, mais c'est vrai, qu'est-ce qui t'a motivé? Et ben, donc j'avais Internet à la maison, et puis en voyant des sites, tout ce qu'on pouvait faire, et puis je trouvais ça incroyable. Alors maintenant, quand je vois ce qu'on appréciait à l'époque, ça paraît un peu ridicule, mais rien que de voir une page avec des photos, et puis de pouvoir récupérer les photos, et puis de voir des semblants de vidéos, des petits trucs, enfin, ouais, non, c'est sûr. C'est incroyable, et je me disais, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Donc j'ai cherché une formation, à l'époque il n'y en avait pas à BSF, mais j'en ai trouvé une sur la région, une formation de 6 mois, qui était assez light, pareil parce que les technologies à l'époque étaient beaucoup moins évoluées, beaucoup moins avancées. Et puis c'est une formation où je me suis enquiquiné pas mal, où j'ai travaillé à côté pour aller plus loin. Donc j'ai vraiment bossé en parallèle de la formation, j'ai cravaché pour apprendre des choses. Je me rappelle que j'apprenais même aux formateurs des techniques parce que c'était l'époque, hein, c'était pas très très avancé. Ouais. Et puis du coup, à la fin de la formation, ils m'ont embauché comme formateur. Ah bon, nickel. Donc, je suis passé de stagiaire à formateur. Jérôme après est venu également donner des cours puisqu'il avait aussi des compétences qui intéressaient l'organisme de formation. Et puis on a fait ça pendant quelques années quand même, hein. Et puis on a eu un projet. On a eu un projet d'une entreprise qui souhaitait faire un site de vente en ligne. Puis on s'est dit, allez, on essaie. Et on a commencé comme ça. Et en fait, c'était un peu notre bac à sable. Donc on a commencé à travailler, à apprendre à travailler ensemble. Et puis ça matchait. Donc on s'est dit, si on allait un petit peu plus loin. Bon, le site de vente en ligne n'a jamais vu le jour, mais c'était une première expérience qui était vraiment positive. Et puis ensuite, 4 ans après, on a monté la société. Ok, trop bien. Et pourquoi ce nom Digital de Luxe? Ah, pourquoi Alors, parce qu'on voulait... alors déjà, on voulait surtout pas mettre les mots web ou tous les mots habituels qu'on retrouvait à l'époque, dans les noms d'agences web. On voulait pas de net ou de trucs comme ça. Et puis on s'est dit, on doit associer 2 mots qui, a priori, n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on a choisi digital, qui est plutôt digital, numérique, qui est très, parlant, très contemporain. Et puis Deluxe, qui a un côté plutôt un peu plus kitsch, qui nous faisait penser aux vieilles pubs, plutôt années 60. Et puis quelque part, un produit de luxe, c'est un produit qui a un petit truc en plus. Donc on disait c'est sympa, puis ça nous faisait penser aussi à une compagnie de théâtre qui s'appelle Royal de Luxe. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant. Le mélange des 2 mots nous intéressait. Donc là, c'était bingo. Ok, très bien. Bon, alors, j'espère que vous avez bien suivi. Là, je vois vos commentaires. Vous êtes à fond derrière tout ça. Donc, j'espère que vous êtes en forme parce que justement, on va tout de suite mettre en pause légèrement ce live métier pour faire un quiz. Donc, je sais que vous l'attendez beaucoup. Ça y est, vous pouvez le rejoindre pour voir si tout le monde a bien suivi. On va revenir un petit peu avec des questions très, très simples et c'est juste pour voir si vous êtes toujours là. Et puis, au taquet, bien sûr, le but est, comme d'habitude, de battre Loïc de la régie qui a tendance à être plus rapide que son ombre. Donc, je compte sur vous pour contrer le mauvais sort. Voilà, j'attends encore un tout petit peu que vous soyez un peu plus à venir sur... Voilà, ça monte 35 personnes, etc. Tout remonte, 37. Ça va très vite. J'attends encore. Allez, on va passer les 40. Allez, on passe les 40, ça fait plaisir. Et on va revenir donc encore sur des questions très simples, mais on va voir si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit avec Emmanuel et Jérôme. Allez, c'est parti. Alors, première question, Emmanuel et Jérôme travaillent dans 1. Une manufacture, 2. Une grande chaîne de fast-food, 3. Une agence web ou 4. De l'électroménager digital. Ok, ça me rassure, vous avez assez suivi parce que je vois que ça part sur directement la bonne réponse que je ne vous donne pas tout de suite. Mais bon, si vous avez suivi, vous l'avez. Il n'y a que 3% qui semblent se perdre dans toutes les réponses. Ah si, ça y est.
Vous avez retrouvé un petit peu le nord, très bien. Et oui, effectivement, c'est bien une agence web. Alors, on va voir le premier leaderboard qui a réussi à arriver en premier. Bon, sans grande surprise, on a Loïc, mais belle nouveauté, il est ex-aequo avec Iliane et Thibaut. Donc, bravo Iliane et Thibaut, vous êtes trop forts. N'hésitez pas à partager aussi votre position. On a Citydiane, on a Jean, on a Zinedine, on a Adrien. Enfin bref, ça fait super plaisir. Merci beaucoup d'être aussi au taquet. On va passer à la prochaine question. Et ça manque de filles quand même dans le classement. Donc j'espère que vous allez un peu remonter en grade. Ensuite, on a le nom de leur entreprise et Digital Future, Digital Deluxe, Digital Dream ou Digital Organization. Alors, il y a un tout petit... à 80%, vous avez tout de suite trouvé la bonne réponse. Mais il y a quand même 19% qui hésitent avec une autre réponse. Donc ça, c'est en train de se battre entre Digital Future et Digital Deluxe. Rappelez-vous, on vient d'en parler justement de comment ils avaient trouvé le nom, qu'est-ce qui leur plaisait là-dedans. Ce petit plus, qu'est-ce que c'est? On va passer au résultat. Et évidemment, c'était bien Digital Deluxe. Comme le nom, vous pourrez le retenir et n'hésitez pas à aller voir aussi sur Internet. Et c'est parti sur le leaderboard avant de reprendre le live métier. Bravo, pour la première fois, Citydiane est premier avec 10 secondes. En deuxième, on a Thibaut. En troisième, on a Adrien. Ensuite, on a Jean, on a Iliane. On a Loïc qui est sixième, pour une fois, qui est très loin. En septième, on a Ellie. Donc franchement, bravo, n'hésitez pas à mettre votre score et on se retrouve tout à l'heure pour un prochain quiz. Et sans plus attendre, on va continuer ce live métier. Encore merci d'avoir participé. Et nous voilà de retour pour parler du métier. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de partir sur les deux choses que vous préférez, les deux choses que vous aimez le moins de votre métier. Qui veut commencer? Alors, ouais, alors effectivement, donc, dans les deux choses préférées, c'est l'apprentissage en continu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le web, particulièrement, je pense, les technologies évoluent très rapidement. Il y en a de nouvelles qui apparaissent sans arrêt, des nouvelles façons de faire, de nouveaux langages de code, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions en permanence. Et du coup, ça nous oblige à être constamment à l'affût de ce qui se fait, de ce qui sort, et donc d'être dans un apprentissage continu. Voilà. Donc, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que on est toujours à la découverte de nouvelles choses, on est toujours dans l'apprentissage. En fait, ça permet d'être bien, enfin voilà, intellectuellement, c'est intéressant de pouvoir le solliciter. Quoi, voilà. Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, il y a le relationnel, tu veux en parler peut-être? Oui, le relationnel, oui, c'est vrai que c'est au fil de nos rencontres avec des clients, c'est vrai que c'est une partie qui est vraiment intéressante. C'est de se retrouver, je dirais, sur le même piédestal, enfin au même niveau avec des chefs d'entreprise qui ont un projet et nous on est là pour leur apporter une solution. Et comme on est une petite structure, c'est assez intéressant parce que la relation qui se met en place avec nos clients au fil des années, parce que c'est pareil, on a comme tendance à les garder pendant plusieurs années. Il y en a qu'on a depuis le début. Depuis presque 20 ans. Voilà, on tisse une relation professionnelle, mais du coup, on finit par bien se connaître. Et puis, c'est une collaboration. On ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux. Et cette relation, elle est vraiment intéressante. Voilà, elle finit par être presque une relation amicale, quelque part, parce qu'on a un objectif commun. Et puis, quand on travaille en pleine confiance, c'est agréable. Ouais. Pleine confiance des deux côtés, c'est-à-dire qu'eux ont confiance en nous, et puis nous, on a confiance en eux. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est important, ce côté relationnel, comme on en parlait, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il y a même quelque chose de, enfin, entre guillemets, de quelque part, peut-être un peu intime aussi, vu que ça va être leur projet, c'est vraiment leur système de pensée qu'ils veulent pas traduire à travers vos connaissances. Donc, c'est vrai que, pour le coup, faut se mettre aussi au niveau des personnes avec lesquelles on va travailler et comprendre mieux pour mieux travailler derrière.
Et les deux choses, par contre, du coup, que vous aimez le moins, vous avez dit devoir se remettre en question tout le temps. Ouais. Alors, à quel niveau? En fait, c'est le pendant du fait qu'on est en apprentissage continu. C'est-à-dire que Ouais. ça évolue tellement, donc c'est vachement bien, mais parfois, quand même, on aimerait bien pouvoir un petit moment se reposer et puis se dire stop, là, il faut arrêter un petit peu et puis on va essayer d'approfondir correctement les choses. Et puis voilà, parce que comme ça évolue beaucoup, il y a plein de technologies qui apparaissent, qui disparaissent aussi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et être obligé en permanence aussi, du coup, de se tenir à jour sur des choses qui vont pas forcément durer dans le temps, c'est aussi un peu, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, c'est le double aspect, quoi. C'est hyper stimulant intellectuellement, mais en même temps, c'est parfois un peu usant. Ouais, ça j'imagine, c'est un peu le revers, quoi. On n'a jamais fini d'apprendre et puis on n'a pas le temps de se poser non plus beaucoup parce qu'on a pris un truc qui marche bien et puis il y a un autre truc qui marche encore mieux et ainsi de suite. C'est un renouvellement permanent qui est intéressant, mais des fois un peu fatigant. Oui, c'est ça. Surtout ces dernières années, il y a tellement d'innovation dans tous les sens que c'est difficile d'être sur tous les fronts, quoi. Et puis des fois, il y a même des techniques. On hésite à y aller parce qu'on ne sait pas si dans un an ça existera encore, s'il n'y aura pas de mieux. Donc des fois, c'est un petit peu. Voilà, on hésite, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Et puis ça s'arrête en permanence. Oui, c'est clair. Et ensuite, vous m'avez dit ne jamais vraiment quitter le bureau au niveau mental. Bah, oui, disons qu'on a toujours un truc qui traîne au fond de la tête, que ce soit le soir, le week-end. Bon, alors après, c'est pareil, on est chambre d'entreprise, donc comment dire, on repart avec nos affaires à la maison. On ne quitte jamais vraiment notre métier. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours, ne serait-ce que quand on va sur Internet pour des raisons personnelles chez nous, il y a toujours un truc qu'on va voir où on va se dire ah tiens, ça c'est pas mal, tiens. Donc, il y a toujours ça qui traîne un petit peu. Voilà, on ne quitte jamais parce qu'on a toujours Internet. Internet fait partie de notre vie, donc on est toujours sollicité par Internet. Il y a toujours, voilà, on vit avec Internet, on dort avec Internet, on mange avec Internet. C'est vrai que c'est difficile de l'éviter. Merci pour ces réponses. Alors, je vais en profiter pour faire une transition avec un commentaire qu'on a eu encore une fois de Maëlys, qui visiblement poste toujours des très très bons commentaires. Elle dit « Pouvez-vous nous décrire un projet qui vous a marqué ?» Et donc, ça m'a fait penser, on en avait discuté avant avec les 50 maquettes pour Seco. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, alors, non, mais on a travaillé pendant plus de 10 ans pour Seiko. Donc, Seiko, c'est une marque horlogère japonaise. Il y a donc des antennes un peu dans chaque pays. Et pour Seiko France, qui est localisée à Besançon, puisque Besançon est la capitale de l'horlogerie. J'avais rencontré le PDG qui nous avait sollicité pour son site internet. Alors à l'époque, c'était pas non plus des sites internet. Seiko avait un site internet qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'était vraiment des sites d'informaticiens plutôt que de graphisme. Des vieux trucs. Voilà. Et puis donc je l'avais rencontré, puis il m'avait donné quelques éléments graphiques de l'époque, de leur catalogue, 2-3 visuels de mannequins qui portaient des montres, leur logo, des choses comme ça. Et puis il m'a dit voilà, faites-moi des maquettes, faites-moi une proposition. Donc Seiko, je lui ai dit voilà, on démarrait, hein. C'était vraiment au début de Digital Deluxe. Et là, on s'était dit, il ne faut vraiment pas qu'on se plante. Avoir Seiko comme client, c'est une aubaine. Voilà, faut vraiment pas planter le truc. C'est clair, surtout au début. Donc, voilà. Donc, j'ai bossé pendant des semaines des maquettes et je suis arrivé avec 50 maquettes, ce qui est quand même énorme. Alors, ce n'était pas 50 maquettes radicalement différentes, mais il y avait quand même beaucoup de propositions, puis après avec des déclinaisons de couleurs, de positions, de menus, de choses comme ça. Et donc, à l'époque, je me rappelle, j'étais venu avec un classeur parce que voilà, c'était encore
le papier servait encore. J'étais allé au rendez-vous avec le directeur, avec mon classeur de maquettes, et puis je me rappelle qu'il les avait vus, il avait ouvert, et puis il les a tournés en disant non, non, ça c'est nul, ça bof. Oh, l'angoisse. Mes semaines de travail qui partaient en fumée au fur et à mesure qu'il tournait les pages, je commençais à transpirer, je me suis dit, il n'y a rien qui va. Et puis, donc, il tournait ça vraiment à toute vitesse. Et des maquettes où j'ai pris plusieurs heures, en une seconde, elle était balancée. Et puis, à la fin, il dit oui, puis de toute façon, elles ne vont pas du tout, puisqu'on a changé d'identité graphique, donc ça ne colle plus du tout. Oh là là. Mais pourquoi vous ne m'avez pas donné les bons éléments? Pourquoi vous me laissez travailler? Et puis, ça ne lui est pas venu à l'idée que ça prenne autant de temps. Parce que c'est pareil, c'était à l'époque, donc pour lui, c'était des maquettes, hop, voilà, c'était fait. Ouais, et j'ai vu mon travail fondre, et moi, j'ai fondu devant lui, je suis resté quand même très professionnel, en lui disant, écoutez, donnez-moi vos éléments, je vais les retravailler, dites-moi, quoi, dites-moi ce que vous voulez. Que je ne parte pas un peu à la one again. Ouais, c'est ça, d'être un peu plus cadré, quoi. Et puis, j'ai rebossé mes maquettes avec les nouveaux éléments qui, du coup, collaient avec ce qu'il voulait. Et puis ça finit par marcher. Donc, voilà. C'est vrai que le coup des 50 maquettes où je m'étais dit vraiment j'ai excès de zèle, avec derrière, voilà, il n'y avait rien. C'est une bonne leçon quelque part. Parce que maintenant, tu sais bien te renseigner sur l'identité visuelle, les maquettes visuelles. Oui, non, je veux m'assurer que ce qu'on donne, c'est vraiment les bons éléments. Oui, c'est ça. Ça, c'est compliqué. C'est un petit peu comme si tu étais allé à un examen, en fait, et c'était pas du tout le sujet que tu avais révisé, quoi. C'est ça. Voilà, définitivement. Ok, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, de chez vous ou depuis les classes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention à faire. C'est vraiment, c'est comme en fait bien lire les consignes avant de commencer à répondre aux questions. C'est un peu la même chose, même dans le monde professionnel, finalement, on retrouve un peu ces problématiques. Et ensuite, alors, il y a un deuxième cliché, enfin, un premier cliché d'ailleurs, que vous nous avez donné, c'est parce qu'on travaille dans l'informatique, on sait forcément répondre à tous les problèmes informatiques. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parce que l'on fait des sites internet, donc on travaille dans l'informatique, nos clients pensent que l'on est en mesure de répondre à toutes leurs demandes. Et donc, on a régulièrement des clients qui nous appellent en nous demandant je n'arrive plus à récupérer mes mails, comment on fait pour paramétrer ça, etc. On a même eu une cliente un jour qui nous a dit, qui nous a appelé en disant j'arrive plus à me connecter à mon site. Et je peux plus rien faire, j'arrive plus du tout à me connecter. Bon, j'essaie au téléphone de trouver une solution, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, on essaie de chercher. Puis au bout d'un moment, je dis puis vos mails, vous arrivez à les récupérer? Non plus. Mais vous êtes sûr que vous avez branché Internet? Et en fait, elle avait tout simplement oublié de brancher le câble, voilà, son câble. Voilà. Donc ça arrive assez régulièrement qu'on soit obligé de répondre. Bon, après, techniquement, je comprends pourquoi ils te demandent, parce qu'au final, tu as réussi à résoudre le problème. Oui, d'accord. Bon. Moi, je préfère faire du code. Hein, c'est bon, clair. Voilà, on a résolu ce genre de choses-là. Et puis, dans un autre… Avant de monter la société, quand on n'avait pas encore monté la boîte, j'ai travaillé ailleurs, dans une bibliothèque, où je faisais déjà du web, on travaillait déjà ensemble sur du web, mais on n'avait pas encore la boîte. Et c'était pareil, c'était dans une bibliothèque. Et comme ils savaient que je savais faire du web, enfin, en tout cas que j'étais à l'aise avec l'informatique, bah là, c'était les problèmes d'imprimante que je devais résoudre pour eux. Voilà. Donc, c'est vraiment on ne sait pas tout faire. Voilà, c'est le mot à retenir. Ok, très bien. Ok, bah super, mais on arrive déjà à la dernière slide, parce que c'est vrai que le temps presse, là, il ne nous reste plus que 4 minutes. Alors celle-ci, voilà, on va venir répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre durant tout le live. J'ai vu que vous avez été très nombreux à poser plein de questions, et toutes ces questions-là sont justement dans cette présentation, donc on va y revenir assez rapidement. Est-ce que ça vous arrive, pour par exemple vous déplacer, je ne sais pas, chez des clients, de faire des déplacements professionnels ? Ça nous arrive de moins en moins, hein, parce qu'on fait comme tout le monde, on fait des visios aussi, on essaie de faire des visios, surtout lorsque les déplacements sont assez lointains, ce qui nous arrive pas énormément, mais enfin voilà, on en fait de moins en moins.
Là où c'est intéressant d'en faire quand même, c'est pour découvrir l'univers lorsque ce sont des entreprises, par exemple, des choses comme ça. Ça permet de découvrir leur univers, ça permet de visiter leurs ateliers, de voir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, et ça permet de mieux comprendre en fait leurs besoins par la suite. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en fait, mais moins qu'avant. C'est vrai que depuis le Covid, ça a un peu changé les modes de contact. Ça va, je crois qu'on a beaucoup moins de déplacements qu'avant. Mais c'est bien, comme on veut être justement dans le relationnel, on aime bien quand même rencontrer les gens, pouvoir les discuter de visu avec eux, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, et puis, les langues se délient plus quand on parle au même endroit plutôt que par écran interposé. Ouais, bien sûr, c'est pas simple non plus. Hein. C'est clair que c'est pour ça que les stages aussi, c'est encore mieux sur place et pas forcément qu'en visio. Alors, au niveau des horaires des week-ends, des jours fériés, est-ce que vous êtes sur une forme classique malgré le fait que vous soyez chef d'entreprise ou ça change un peu quand même? Alors nous, non, étant donné qu'on est chef d'entreprise, et du coup, on a besoin de faire tourner la boîte, on travaille sur des projets qui comment dire, arrivent parfois, enfin on a des échéances, voilà, un temps donné pour faire tel projet. Donc non, on peut travailler le week-end, on peut travailler un peu le soir, parce qu'en plus c'est facile d'emmener son ordinateur portable, d'avoir un ordinateur chez soi. Donc oui, c'est assez chaud là-dessus. Après, quelqu'un qui est salarié d'une entreprise, il a des horaires normaux d'une entreprise, il peut être amené à fournir un peu plus de travail par période parce que justement il y a un projet à livrer, mais ce sera du temps rattrapé par la suite. Mais enfin voilà, on reste sur un rythme normal. Si quelqu'un qui est salarié dans ce métier, ça reste un rythme normal, à peu près. Bien sûr. Ok, voilà. Donc à votre niveau, non, parce que du coup vous avez des responsabilités plus grande, mais c'est vrai que voilà, tous les développeurs, par exemple, ne sont pas obligés de devoir faire des concessions au niveau des horaires. Alors aussi, au niveau de l'argent, est-ce que vous pouvez donner une fourchette, même si elle est assez vague, globale, de ce qu'on pourrait attendre en termes de salaire? Alors, donc ça va dépendre et du métier que l'on va faire, donc développeur, graphiste, intégrateur, etc., suivant le métier qui est utilisé dans le web. Et puis, ça va dépendre aussi de la région dans laquelle on se trouve, si on est dans une grande ville ou si on est dans une région qui est plus… il n'y a pas de grande ville, enfin voilà. Mais pour donner un ordre d'idée, on est au-dessus du SMIC par la convention, qui est la nôtre. La convention du secteur, de notre secteur est au-dessus du SMIC. Et puis, ça peut aller, alors c'est pareil, ça va dépendre du degré d'expérience, ça va beaucoup dépendre du degré d'expérience aussi que l'on a. Un développeur junior donc, qui débute par rapport à un développeur senior qui va avoir 10-15 ans d'entreprise, il y a une grande différence. Mais on va tourner autour de 1800, 1700, 1800 jusqu'à 2500, voire un peu plus, voire plus. Ça dépend vraiment des régions et puis du profil. Quoi. Voilà, mais pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Quoi. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et la dernière question que je vous poserai, ce sera au niveau des langues étrangères. Donc, tu nous as dit par exemple tout à l'heure que tu avais appris énormément de choses, vous aviez tous les deux appris beaucoup de choses sous la forme en tant qu'autodidacte. J'imagine qu'à cette période-là, l'anglais, ça devait être aussi une mine d'or pour le coup, pour les informations. Est-ce que du coup, l'anglais, c'est vraiment pour vous une langue très importante à connaître dans le domaine du digital ou c'est pas grave si on la parle pas du tout? Si, alors ça va dépendre une fois de plus de ce que l'on fait, mais l'anglais reste quand même la langue, déjà de tous les langages du web. Ils sont tous en anglais, ils sont tous basés sur l'anglais. Et puis il y a encore beaucoup de ressources et toutes les décisions qui sont prises par des instances internationales. Donc l'anglais reste la langue principalement utilisée.
Il y a encore beaucoup de ressources malgré tout, même s'il y en a beaucoup en français aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de ressources qui sont en anglais. Et puis, ne serait-ce que pour trouver, effectivement, même en termes de graphisme, etc., pour trouver des idées, on va aller voir des sites en français, mais on va aller voir aussi des sites en anglais. Il y a besoin de comprendre comment c'est fait. L'anglais, même s'il n'a pas besoin d'être non plus hyper évolué, il y a besoin d'avoir une base en anglais quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Quand même se débrouiller. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, un dernier petit message avant de partir? Ouais. Alors moi j'en ai un, oui, si. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, comment dire, il n'y a pas de formation toute tracée. Alors nous, on a débuté dans un moment où le web était assez balbutiement, donc c'était assez particulier. Mais même aujourd'hui, en fait, les gens qu'on voit qui rentrent dans le web n'ont pas forcément un parcours hyper scolaire ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de formations qui se font aujourd'hui sur des périodes de 6, 8 mois, 10 mois, qui amènent à développer, enfin, à voir les métiers différents aspects des métiers du web, qui permettent de voir beaucoup de choses, et ça demande une grande implication en fait de la part de celui qui veut apprendre, parce qu'on voit plein de choses, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier. Donc, enfin, c'est tout ça pour dire qu'il ne faut pas se dire qu'il faut absolument faire des longues études pour faire telle ou telle chose. Ça peut être plein d'expériences différentes, ça peut être plein de parcours différents. Et il ne faut pas se focaliser sur un truc en particulier. Voilà, il y a moyen de se tromper, de recommencer, de faire autre chose, de voir d'autres choses. Il y a plein de métiers dans le web aussi différents. Genre nous, on a vu quelques aspects là, mais il y en a d'autres aussi qui sont plus dans le marketing, dans le référencement, enfin voilà, des choses. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà, on va se décourager. Ok, bon, bah, merci. C'est vrai que. Et puis le parcours. En fait, une agence qui veut embaucher, elle va. De ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, elle va s'intéresser aussi beaucoup à la personne, au-delà du parcours professionnel. Donc une personne qui d'elle-même a cravaché pour arriver à travailler, qui a été volontaire, c'est des gens qui intéressent aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi la personne, tous les profils sont intéressants. Et des fois, il y a un parcours qui n'est pas juste la simple suite d'un parcours scolaire, ça peut aussi intéresser. Mais bon, voilà, c'est un métier qui est très dense. Et c'est pareil, il ne faut pas espérer tout faire. Il ne faut pas espérer tout connaître et tout savoir. Ça ne sert à rien. Vaut mieux connaître bien quelque chose plutôt que de tout survoler et puis de rien maîtriser au final. Donc, maintenant, justement, dans le web, il y a plein de métiers différents, il y a plein de technologies différentes. C'est bien d'en connaître quelques-unes à fond plutôt que de vouloir tout connaître un petit peu. Voilà. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour avoir donné un peu de votre temps pour nous expliquer un peu de vos métiers, comment ça se passait et vos ressentis et surtout vos précieux conseils. Merci encore et puis on vous souhaite énormément de succès, énormément de bons retours pour la suite. Et puis, on suivra encore Digital Deluxe sur Internet de temps en temps pour voir ce que vous donnez. Donc, encore merci beaucoup et très bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.